Elle se situe sur la ligne de crête et de séparation entre la lumière à dextre, à droite, et l'ombre, l'orage, les ténèbres à gauche, à senestre. Donc, elle est celle qui doit pouvoir orienter son peuple loin des orages, de la violence, de l'obscurité et des ténèbres à gauche, vers, effectivement, la lumière à droite. Et quand je parle à gauche, vous avez compris bien sûr qu'il s'agit de son point de vue à elle. Comme dans toutes les représentations divines à l'époque, on part de la figure du Christ et on alterne entre droite et gauche au fur et à mesure de l'importance des personnages. C'est-à-dire, le premier personnage le plus important est toujours à la gauche du Christ pour nous, à la droite du Christ pour lui. Ici, la lumière, le soleil, est effectivement à la droite de la reine. Ce portrait est un tout petit peu prophétique. Elle en reprendra les leçons lors, évidemment, d'une aventure réelle qui est l'histoire de l'invincible Armada. C'est-à-dire 1588, c'est-à-dire 15 ans après la bataille de Lépante, où les forces alliées de la chrétienté, c'est-à-dire les Génois, les Espagnols et les Vénitiens, plus la flotte pontificale, vont mettre à mal, effectivement, la flotte ottomane. 15 ans après, la flotte espagnole se retourne contre l'Angleterre parce que Philippe II est décidé à revendiquer les droits de sa femme, Marie Tudor, la sœur aînée, hein, n'oubliez pas, elle l'avait épousée. Donc Philippe II se dit, profitant de la bulle pontificale, puisqu'elle est illégitime, Élisabeth, hein, la demi-sœur de ma femme, après tout, j'ai le droit d'aller réclamer effectivement un royaume qui sera mieux gouverné par un prince orthodoxe comme moi que par une schismatique comme elle. Et donc, effectivement, il va lancer l'invincible Armada contre l'Angleterre, et vous savez que ce sera effectivement un désastre. Alors, on va revenir un tout petit peu là-dessus, mais la construction du tableau est exactement la même. Elle est sur une ligne de crête au centre, sur sa droite, le soleil et la lumière et les vaisseaux anglais triomphants, sur sa gauche, évidemment, dans l'obscurité et la tempête, les vaisseaux espagnols défaits. Car il y a eu un Espagnol extrêmement brillant qui, après la catastrophe, a dit « Ah non, on ne va pas repasser par le Pas-de-Calais et par la Manche, parce que là, ça va être l'occasion d'une deuxième catastrophe. J'ai une idée géniale, on va remonter le long de la côte anglaise jusqu'au nord de l'Écosse, et quand on sera arrivé au nord de l'Écosse, on tournera à gauche, et là, pratiquement, on sera rendu en Espagne. Le seul problème, c'est que quand ils sont arrivés au nord de l'Écosse, évidemment, c'est déclenché une tempête comme on n'en avait pas vu depuis des décennies. Hein. Et donc, ce qu'il restait de la flotte espagnole a été pratiquement complètement détruit. Ce que pose comme question un portrait comme celui-ci, c'est, au fond, dans une victoire, quelle est la part du hasard et quelle est la part de la cohérence décisionnelle. Et ça, je pense que tout leader sait que, effectivement, pour arriver à une victoire, il faut une cohérence décisionnelle préparatoire à la victoire, et puis il faut une part de chance. Et alors c'est vrai que la cohérence de la préparation décisionnelle réduit au minimum l'impact possible du hasard, surtout si ce hasard devait être malheureux.